Je m'appelle Sarah, et j'ai 67 ans aujourd'hui. Si vous m'écoutez depuis votre voiture, votre cuisine, ou allongé dans votre lit, restez avec moi. Cette histoire, elle pourrait vous rappeler quelque chose que vous avez vécu, ou quelqu'un que vous connaissez. N'hésitez pas à vous abonner, liker, et dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Votre présence compte plus que vous ne le pensez. Il y a des histoires qu'on garde enfouies si longtemps qu'elles deviennent comme des pierres dans la poitrine. La mienne a commencé dans les champs de coton de l'Alabama, où la terre rouge colle aux pieds nus et où les rêves semblent aussi impossibles que la lune. J'étais l'aîné de 6 enfants, et à 14 ans, je pensais que ma plus grande préoccupation était de savoir si nous aurions assez de farine pour faire du pain cette semaine-là. Mon père était métayer, comme son père avant lui, et le sien avant ça. Nous vivions dans une petite maison en bois qui craquait la nuit, avec un toit qui laissait passer la pluie et des murs si fins qu'on entendait les conversations des voisins. Maman travaillait dur, mais elle toussait beaucoup depuis l'hiver précédent. J'aidais à élever mes frères et sœurs, je lavais les vêtements dans la bassine dehors, et le soir, je regardais les étoiles en me demandant ce qu'il y avait au-delà de ces champs infinis. Je rêvais d'aller à l'école plus longtemps, peut-être même au lycée. J'avais entendu parler de filles qui devenaient institutrices, qui gagnaient leur propre argent. Mais ces rêves, papa les balayait d'un revers de main. Les filles, c'est fait pour se marier et avoir des enfants. Point final. Un matin de mars, papa est rentré de la ville avec un sourire que je ne lui avais jamais vu. Il s'est assis à notre petite table bancale et a annoncé « Sarah va se marier avec Monsieur Beaumont ». Thomas Beaumont. Je connaissais ce nom. Tout le comté le connaissait. Il possédait la moitié des terres, l'épicerie, et même des parts dans la banque. Sa première femme était morte l'année précédente, le laissant veuf avec 3 enfants déjà grands. Il avait 52 ans. Moi, j'en avais 14. Papa, non. Les mots sont sortis de ma bouche avant que je puisse les arrêter. Je ne veux pas me marier. Pas maintenant. Pas avec lui. Son visage s'est durci. Ce n'est pas ton choix, petite. Monsieur Beaumont va sortir notre famille de la pauvreté. Il paie toutes nos dettes, et en plus, il nous donne de l'argent. Tu devrais être reconnaissante. Reconnaissante. Ce mot résonne encore dans ma tête aujourd'hui. Maman n'a rien dit. Elle a juste continué à remuer sa soupe, les yeux baissés, comme si elle avait honte. Mes petits frères et sœurs me regardaient avec des yeux ronds, ne comprenant pas pourquoi je pleurais. Cette nuit-là, j'ai supplié papa de changer d'avis. J'ai promis de travailler plus dur, de trouver un emploi en ville, n'importe quoi. Mais il avait déjà signé les papiers. Le mariage aurait lieu dans 2 semaines. Si vous êtes encore en train de m'écouter, c'est peut-être parce que vous comprenez ce sentiment d'impuissance. Cette sensation d'être prise au piège dans sa propre vie, comme un oiseau dans une cage dont quelqu'un d'autre détient la clé. Le jour de mon mariage, j'ai mis la robe de ma mère, raccourcie à la hâte par une voisine. Dans le miroir fendu de notre chambre, j'ai vu une enfant déguisée en femme, les yeux rouges de larmes. Thomas Beaumont m'attendait devant l'église, en costume noir, avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Ses cheveux gris étaient peignés en arrière, et ses mains étaient énormes. La cérémonie a duré 10 minutes. Le pasteur a parlé d'amour et de dévotion, mais les mots sonnaient faux dans l'air étouffant de l'église. Quand Thomas a glissé l'alliance à mon doigt, j'ai eu l'impression qu'il me mettait des menottes. Après la cérémonie, il m'a emmené dans sa grande maison blanche sur la colline. C'était la plus belle maison que j'avais jamais vue. Des colonnes blanches, des tapis épais, des meubles en acajou qui brillaient. Mais cette beauté était froide, comme un musée où je n'avais pas le droit de toucher à rien. « Voici ta nouvelle maison », m'a-t-il dit en refermant la porte derrière nous. Le bruit de la serrure a résonné comme un glas. Les premiers mois ont été, je ne trouve pas les mots justes. Thomas n'était pas méchant de la façon dont on imagine la méchanceté. Il ne criait pas, ne jurait pas. Mais il me traitait comme un objet qu'il avait acheté. Il décidait de ce que je portais, de ce que je mangeais, de l'heure à laquelle je me couchais. Je n'avais pas le droit de sortir seul, pas le droit de recevoir des visites sans sa permission. La nuit, il venait dans ma chambre. Je fixais le plafond en attendant que ça se termine, en pensant aux étoiles que je regardais autrefois. Je me disais que quelque part, ces mêmes étoiles brillaient au-dessus des champs de coton où mes frères et sœurs dormaient. Au bout de 3 mois, je suis tombée enceinte. Thomas était ravi. « Enfin, tu vas me donner un héritier », a-t-il dit, comme si c'était là ma seule valeur. Moi, j'étais terrifiée. À 15 ans, comment pouvais-je devenir mère? Mais une petite partie de moi espérait aussi. Peut-être que ce bébé m'aimerait. Peut-être qu'enfin, j'aurais quelqu'un dans cette maison froide. Un jour, mon frère aîné, James, a essayé de me rendre visite. Il avait marché 15 kilomètres depuis notre ancienne maison, inquiet parce qu'il n'avait pas de nouvelles de moi. Thomas l'a chassé avant même qu'il arrive à la porte. « Ta sœur n'a plus besoin de sa famille maintenant. Elle a une nouvelle vie. » Cette nuit-là, j'ai osé protester. James est mon frère. J'ai le droit de le voir. Le gifle est arrivé si vite que je n'ai pas eu le temps de la voir venir. Puis une autre. Puis il m'a poussé,
et je suis tombée contre la table basse. La douleur dans mon ventre était fulgurante. J'ai perdu le bébé cette nuit-là. Dans ce lit trop grand, dans cette maison silencieuse, j'ai perdu la seule chose qui me donnait encore de l'espoir. Le docteur est venu le lendemain. Thomas lui a expliqué que j'avais fait une chute malheureuse dans les escaliers. Le docteur a hoché la tête et m'a prescrit du repos. Personne ne m'a demandé ma version des faits. J'ai pensé mourir dans les semaines qui ont suivi. Pas physiquement, mais quelque chose en moi s'éteignait un peu plus chaque jour. Je restais assise près de la fenêtre de ma chambre, à regarder le monde extérieur comme un film auquel je ne participais plus. C'est là qu'est intervenue Marie. Elle était la bonne de la maison, une femme noire d'une quarantaine d'années qui avait des yeux doux et des mains toujours chaudes. Elle m'apportait mes repas sans rien dire, mais un jour, elle s'est assise sur le bord de mon lit. « Petite, il faut que tu manges », m'a-t-elle dit doucement. « Je sais que tu as mal. Je sais que tout semble fini. Mais tu es plus forte que tu ne le crois. » J'ai secoué la tête. Je ne suis forte. Je ne suis rien. Je suis juste coincée ici. Coincée, oui, mais pas pour toujours. Elle a regardé autour d'elle pour s'assurer que Thomas n'était pas dans les parages. Ma grand-mère était esclave. Elle m'a toujours dit, même dans les chaînes, on peut préparer sa liberté. Cette conversation a marqué le début de ma renaissance. Marie m'a expliqué que Thomas partait souvent en voyage d'affaires, parfois pour plusieurs jours. Elle m'a parlé de son frère à Birmingham, qui pourrait m'aider si j'avais le courage de partir. Elle m'a même montré où Thomas cachait son argent, dans un tiroir secret de son bureau. Mais si je pars, où est-ce que j'irai? Je n'ai pas de métier, pas d'éducation. Tu apprends vite. Tu as de bonnes manières maintenant. Il y a des emplois pour les jeunes filles dans les grandes villes. Des bureaux, des magasins. Ce ne sera pas facile, mais au moins, ce sera ta vie. J'ai commencé à planifier. C'était la première fois depuis mon mariage que j'avais un projet, un objectif. Quand Thomas était à la maison, j'étais l'épouse obéissante qu'il voulait. Mais dans ma tête, je préparais ma fuite. Le jour J est arrivé en novembre. Thomas partait pour Atlanta pour 3 jours. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai glissé dans son bureau et pris l'argent du tiroir secret. Pas tout, juste assez pour prendre un bus et survivre quelques semaines. J'ai aussi pris un collier de perles qui avait appartenu à sa première épouse. Je me suis dit qu'elle comprendrait. Marie m'attendait dans la cuisine avec un petit sac de voyage. Mon frère t'attendra à l'arrêt de bus de Birmingham. Il s'appelle Samuel. Dis-lui que tu viens de ma part. Nous nous sommes serrés dans les bras, et j'ai senti ses larmes sur ma joue. Merci, j'ai chuchoté. Merci de m'avoir rendu l'espoir. La pluie tombait quand j'ai quitté cette maison pour la dernière fois. Mes pieds nus dans mes chaussures de cuir faisaient un bruit étouffé sur le gravier. Au bout de l'allée, Samuel m'attendait avec son camion. Le voyage jusqu'à Birmingham m'a paru durer une éternité. À chaque kilomètre, je m'éloignais de ma prison, mais aussi de tout ce que je connaissais. J'avais 16 ans, $50 en poche, et aucune idée de ce qui m'attendait. À Birmingham, Samuel m'a accompagné jusqu'à la gare des bus Greyhound. Où tu veux aller, petite? J'ai regardé le tableau des destinations. Atlanta, Montgomery, Chattanooga, Nashville. Nashville, j'ai dit. Je ne savais même pas pourquoi. Peut-être parce que j'avais entendu des chansons qui en parlaient à la radio. Le bus était plein de fumée et d'odeurs mélangées. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé défiler le paysage. Pour la première fois depuis 2 ans, je décidais où j'allais. À Nashville, je suis descendue du bus avec ma petite valise et ma détermination. La ville était plus grande que tout ce que j'avais imaginé. Des immeubles hauts, des voitures partout, des gens qui marchaient vite sans se regarder. J'ai trouvé une pension pour jeunes femmes dans le centre-ville. La propriétaire, Madame Johnson, était une femme sèche mais pas méchante. Tu as l'âge de travailler? Des références. J'ai menti sur mon âge et inventé une histoire sur une famille qui avait déménagé. Elle m'a donné une chambre minuscule sous les toits, avec un lit étroit et une petite fenêtre qui donnait sur la rue. Le lendemain, j'ai cherché du travail. Magasins, restaurants, bureaux, partout, on me demandait de l'expérience que je n'avais pas. J'étais sur le point d'abandonner quand je suis entré dans les bureaux de la compagnie de téléphone. Le directeur du personnel, M. Wilson, était un homme gentil avec des cheveux blancs et des lunettes épaisses. « Tu es bien jeune pour travailler dans un bureau. »« Monsieur, j'ai peut-être l'air jeune, mais j'ai vécu plus de choses que beaucoup d'adultes. Je sais lire, écrire, compter. Je suis prête à apprendre tout ce qu'il faut. Donnez-moi juste une chance. » Il m'a regardé longuement, puis a souri. « D'accord. Tu commences lundi comme archiviste. Salaire de départ, mais tu pourras évoluer si tu travailles bien. » J'aurais pu pleurer de soulagement. Un travail. Un vrai travail, avec un salaire. Les premiers mois à Nashville ont été durs. Je travaillais le jour et étudiais le soir, rattrapant toute l'éducation que j'avais manquée.
J'ai passé l'équivalent du baccalauréat par correspondance, puis je me suis inscrite dans un cours du soir au collège communautaire. Petit à petit, j'ai repris confiance en moi. Mes collègues étaient gentils, surtout les autres jeunes femmes qui travaillaient au bureau. Nous déjeunions ensemble, allions parfois au cinéma le week-end. J'apprenais à rire de nouveau, à faire confiance. Au bout de 2 ans, j'ai reçu une lettre de chez moi. Papa était mort d'une crise cardiaque. Maman m'écrivait que le mariage avec Thomas avait été annulé légalement à cause de mon âge au moment de la cérémonie et de mon départ. J'étais officiellement libre. Cette liberté, je l'ai construite jour après jour. J'ai été promu plusieurs fois à la compagnie de téléphone. J'ai déménagé dans un vrai appartement. J'ai même acheté ma première voiture, une petite Ford d'occasion qui me permettait d'aller où je voulais, quand je voulais. 10 ans après ma fuite, j'ai rencontré Robert. Il était ingénieur, veuf lui aussi, mais avec un cœur grand et patient. Notre histoire a été différente de tout ce que j'avais connu. Il m'a demandé en mariage, mais quand j'ai hésité, il a dit « Prends tout le temps que tu veux. Je serai là quand tu seras prête. » Nous nous sommes mariés par amour, pas par obligation. Et quand notre fille Emma est née, j'ai juré qu'elle grandirait libre, qu'elle choisirait sa propre vie, ses propres rêves. Aujourd'hui, assise sur ma terrasse au Tennessee, je regarde mes petits-enfants jouer dans le jardin. Emma est devenue médecin, comme elle en rêvait petite. Mes petits-enfants ne connaîtront jamais la peur qui a défini mes premières années. Mais je n'ai jamais oublié cette fille de 14 ans, terrorisée dans sa robe de mariée trop grande. Je n'ai jamais oublié Marie, qui m'a rendu l'espoir quand tout semblait perdu. Je n'ai jamais oublié que même dans les moments les plus sombres, il reste toujours une possibilité de recommencer. La vérité la plus dure à admettre, c'est que j'ai longtemps eu honte de mon histoire. Honte d'avoir été vendue par mon père, honte d'avoir été si faible, honte d'avoir fui. Mais avec les années, j'ai compris que la honte ne m'appartenait pas. Elle appartient à ceux qui m'ont fait du mal, pas à moi. Si vous m'écoutez et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous vous sentez prise au piège, si quelqu'un contrôle votre vie contre votre volonté, je veux que vous sachiez une chose, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de votre vie. Cela ne sera pas facile. Il y aura des nuits où vous douterez, où vous aurez peur. Mais rappelez-vous que vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Rappelez-vous que votre vie vous appartient, que vos rêves ont de la valeur, que votre bonheur compte. Trouvez votre mari, cette personne qui vous redonnera espoir. Préparez votre plan, même si cela prend du temps. Et quand le moment sera venu, ayez le courage de franchir cette porte. Moi, Sarah, à 67 ans, je suis la preuve vivante qu'on peut se relever. Que même après les pires trahisons, même après avoir tout perdu, on peut reconstruire une vie belle et digne. Ma vie n'est pas parfaite, mais elle est mienne. Et cela, personne ne pourra jamais me l'enlever. Voilà mon histoire. Voilà pourquoi je n'ai plus peur du silence, pourquoi je n'ai plus peur de dire la vérité. Parce que la vérité, même douloureuse, nous libère. Et vous, où que vous soyez en ce moment, souvenez-vous, votre histoire n'est pas terminée. Le meilleur reste peut-être à venir.